Bonjour à tous. Permettez-moi d'abord de remercier la Manif pour tous de me donner la possibilité de parler d'éducation et plus précisément d'école. Je me suis engagée pour l'éducation et aujourd'hui, en ces quelques minutes, je voudrais que chacun de vous s'engage dans l'éducation et je vais essayer de vous convaincre. Ce sujet concerne chaque personne, chacun de vous, et non pas seulement les professeurs et les parents. Ce n'est pas un sujet de spécialiste. Chacun de vous, chacun d'entre nous, parce que l'éducation conditionne l'avenir même de notre société et même l'avenir de notre civilisation en tant que fille de Jérusalem, de Rome et d'Athènes. Ne laissons personne décider à notre place de ce qui est enseigné à nos enfants. Pas même l'État, qui a ses légitimités, nous le verrons, mais ce n'est pas à lui de décider ce qui est enseigné à nos enfants. Il nous faut donc nous intéresser de très près à la dimension éducative de l'école, car ce sont les parents les premiers responsables, les premiers éducateurs de leurs enfants. Mais cette vigilance ne doit pas s'arrêter à la question du gender. Elle s'étendra légitimement à tout ce qui touche à la conscience de l'enfant, au sens de la vie. Et je vais citer quelqu'un qui vous étonnera peut-être, je citerai Jules Ferry, qui en 1883, dans la lettre aux instituteurs, disait, je cite, « Au moment de proposer aux élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous s'il y a un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire, vous ne toucherez jamais avec trop de scrupules à cette chose délicate et sacrée qui a la conscience de l'enfant. » Ne doutons pas de notre légitimité à veiller sur la conscience des enfants. Il n'est pas acceptable que l'État se donne pour but, je cite le ministre Peillon, de s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités dans la société. Cette prétention de créer un homme nouveau par l'endoctrinement à l'école est tout bonnement totalitaire. Cette ambition est privée de légitimité, elle est indigne d'un État de droit. L'école n'a pas à promouvoir un projet de société particulier. Faire de l'école un outil politique au service du pouvoir est précisément une des caractéristiques constitutives de l'État totalitaire. J'arriverai pas à prendre mon avion si vous applaudissez tout le temps. Alors, comme Hannah Arendt le démontre, l'école est conservatrice par nature, ce qui veut dire que sa vocation est de transmettre les connaissances objectives et la sagesse immémoriale de notre civilisation, de faire que chaque enfant un héritier, celui de notre culture, dans ce qu'elle a de plus abouti et de plus fécond. Elle n'enseigne que ce qui est sûr. Elle n'invite pas les passions dans l'école, elle ne met pas l'école à la botte de l'ultra-actualité. Il ne lui revient pas d'initier des ruptures ou de jouer les apprentis sorciers d'une humanité nouvelle. Nos enfants ne sont pas des cobayes. Mais notre responsabilité comme parents ou comme citoyens ne s'arrête pas là. Elle ne s'arrête pas à la dimension éducative de l'école. Elle concerne aussi l'instruction. Et même là, ce n'est pas une affaire de spécialistes. Le gender nous a arrachés à la torpeur. Nous accordions une confiance a priori à l'État, à l'institution scolaire sous contrôle étatique. L'affaire du gender nous a montré qu'il y avait matière à droit d'inventaire. Mais notre vigilance ne doit pas se focaliser sur le gender.
elle ne doit même pas s'arrêter à l'éducation. Elle doit vraiment, cette vigilance, aller jusqu'à la racine, qui est l'instruction, c'est-à-dire la formation de la raison. Et c'est capital. C'est la raison qui est le propre de l'homme, et c'est sur la raison que se joue tout. Justement, l'école, de plus en plus omnubilée par son objectif de rééducation des consciences, s'est dangereusement désintéressée de sa mission première, qui est d'instruire. Ne croyez pas qu'il y ait là une exagération de ma part. Regardons en face les chiffres. Chaque année, notre système scolaire conduit à 40% des enfants à l'échec scolaire. 40%. 200 000 enfants, 200 000 jeunes sortent chaque année de l'école sans aucune qualification. Allons-nous collaborer plus longtemps à une telle injustice? Les professeurs eux-mêmes vivent un calvaire, car le système scolaire ne leur apporte ni la liberté, ni le soutien nécessaire à leur mission d'instruction. Les abandonnerons-nous à cette détresse? Notre premier rôle est d'exiger, aussi bien de nos élus politiques que sur le terrain, dans chaque établissement, que l'école revienne à sa vocation première, qui est d'instruire. Non, l'école n'est pas là pour arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel, contrairement à ce que prétend Vincent Peillon. L'école n'est pas là non plus pour réduire les inégalités sociales, n'en déplaise aux hommes politiques et aux sociologues. Nous, parents et citoyens, nous devons exiger du pouvoir politique qu'il cesse d'instrumentaliser à des fins politiques, à des fins qui ne sont pas les siennes. Nous devons obtenir que l'école soit rendue à sa vocation, qui est de nourrir, de structurer, de délier l'intelligence. L'école n'a pas à s'ingérer dans les consciences des enfants. L'école n'a pas à déstabiliser, délégitimiser les familles au nom de la déconstruction des stéréotypes culturels. C'est en s'acquittant de son humble et noble mission, qui est d'instruire, qu'elle servira le mieux la justice sociale, la liberté, l'égalité et la fraternité. À force de la vouloir émancipatrice, les penseurs de l'école d'aujourd'hui l'ont transformée en un vecteur puissant de déculturation et d'obscurantisme. Parce qu'elle ne transmet plus la culture de notre pays, avec ses grands noms et ses sources de fierté légitimes, l'école devient le champ clos de tous les communautarismes. Trop d'enfants ignorent qui est Clovis, Napoléon, trop d'enfants ne maîtrisent plus la langue française, ils sont aujourd'hui livrés sans défense à toutes les manipulations. Ne collaborons pas à cette abdication de l'intelligence et de l'humanité. Alors que faire? Que faire concrètement? Il existe des solutions à notre portée. Vous qui avez à cœur de mettre votre énergie au service du bien commun. D'abord, parents, ne laissons plus confisquer nos responsabilités. Engageons-nous dans les établissements pour faire entendre nos voix, dans les organisations familiales, dans les organisations de parents d'élèves, mais aussi tout simplement dans les écoles. Nous n'avons pas besoin de mandat pour parler pour nos enfants. Exigeons sans cesse que l'école se concentre sur l'instruction et n'agresse plus les consciences et les familles. Mais il y a plus important encore, jeunes et moins jeunes qui sont ici, je vous appelle solennellement à vous engager dans le métier de professeur. C'est le plus beau métier du monde. C'est le plus fondamental, le plus délicat. Aujourd'hui, il y a une crise totale des vocations enseignantes. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut s'engager dans l'enseignement, parce que c'est l'avenir de la jeunesse qui est en question. N'abandonnez pas la jeunesse aux révolutionnaires de tout poil. Prenez votre place pour la protéger, devenez maître d'école. Mais il ne s'agit pas de remplacer une idéologie par une autre, qu'il s'agisse du gender ou d'autre chose. Il s'agit de donner à chaque enfant le goût de la recherche insatiable de la vérité. La mission de celui qui s'engage dans l'enseignement, c'est d'être humblement et obstinément
le coopérateur de la vérité. Donner la soif de la vérité à l'enfant, lui transmettre ce qui est sûr, lui donner des outils critiques pour déconstruire les idéologies imposées par les puissants de ce monde sur lesquels aucun bonheur véritable ne peut s'établir. Former leur logique, leur capacité analytique, leur capacité exégétique, leur donner les moyens de la liberté intellectuelle et le goût du service de la vérité. Cela nécessitera du travail. Y êtes-vous déterminés ? La liberté véritable est à ce prix. Nous ne pouvons pas non plus laisser notre temps évacuer la question de la vérité, la rejeter de l'école comme une dangereuse illusion. Si l'école ne croit pas à la vérité, mais qu'elle ferme tout de suite ses portes, elle ne pourra pas survivre. D'où tirera-t-elle sa légitimité et son autorité ? Si l'école ne croit pas l'homme capable de cette vérité, si l'école ne croit pas l'homme capable de la vérité, elle sape la dignité même de l'homme qu'elle croit grandir en tuant l'idée de vérité. Sans vérité, l'école, l'instruction, l'humanité ne peut pas vivre. Vous, professeurs, dans ce monde qui ne connaît rien de plus vrai que le relativisme, quel paradoxe, vous serez les défenseurs et les amoureux de la vérité. Elle seule émancipe de l'asservissement de l'argent, du pouvoir et de l'ignorance. Elle seule rend libre. Mais la vérité ne se possède pas, elle se découvre dans l'étude humble et elle se sert. Mais si vous embrassez la carrière professorale, il faudra vous souvenir que c'est un homme libre, en profession libérale, un artisan qu'il vous faudra enseigner. Que vous enseignez dans une école privée sous contrat ou publique, peu importe, le professeur n'est jamais un exécutant. Rien ne peut le forcer à enseigner selon des méthodes ou pour couvrir un programme que désapprouve sa conscience. Rien ne peut entraver la liberté de conscience d'un professeur, pas même le statut de la fonction publique. Vous pouvez aussi contribuer, peut-être encore plus puissamment, au renouveau éducatif de notre pays en prenant la direction ou en fondant de nouvelles écoles. Avec un esprit de liberté et de responsabilité, on peut déjà faire des choses magnifiques au sein des systèmes pourtant très contraignants que sont l'école publique et l'école sous contrat dans une moindre mesure. Mais ce que vous risquez, ce que vous ferez de bien en étant formé, courageux, déterminé, vous risquez fort de le voir défait dans la classe d'à côté, vous risquez fort de le voir défait l'année suivante et vous risquez de vous épuiser. Pourquoi peut-être alors ne pas choisir un cadre institutionnel permettant la cohérence nécessaire à tout projet éducatif ? Une école ayant des principes éducatifs clairs, respectueux des familles, une école dont le directeur recrute lui-même ses professeurs réellement soudés autour d'une vision éducative partagée. Une école libre d'adapter les programmes et de choisir les méthodes et les manuels en conséquence, en fonction des seuls besoins des élèves. Ces écoles existent, elles sont prévues et encadrées par la loi dans le cadre du principe constitutionnel de la liberté d'enseignement. Ce sont les écoles indépendantes. Au nombre de 600, elles scolarisent déjà plus de 50 000 élèves. En croissance rapide, avec 40 ouvertures par an, elles donnent aux familles et aux professeurs une véritable alternative en complément des écoles existantes. Une partie croissante de leurs professeurs, pour le primaire, apprennent le métier dans une institution qui mérite d'être citée ici, l'Institut libre de formation des maîtres. Renseignez-vous. Mais la justice exige plus de nous, et ce sera mon mot de la fin. Nous devons nous préoccuper de tous ceux qui n'ont ni les moyens, ni le réseau social de confier leurs enfants aux meilleures écoles. Nous devons leur donner les moyens financiers et les informations nécessaires pour qu'ils puissent eux aussi choisir l'école qui offrira le plus de chances possible à leurs enfants. Ensemble, je voudrais vous inviter à militer pour que l'État finance l'établissement public ou privé que les familles auront librement choisi. La justice sociale
passe par la suppression de la carte scolaire, qui institue une scandaleuse double peine, puisqu'elle condamne à l'échec scolaire programmé les enfants des quartiers défavorisés. La justice sociale passe par la fin de la discrimination financière que subissent injustement toutes les écoles privées. La justice sociale exige le financement public du libre choix de l'école, car il n'y a pas d'égalité d'accès aux services publics d'éducation, lorsque certains sont parqués dans des écoles de la honte, quand d'autres bénéficient d'écoles d'élite. Sortons de l'hypocrisie. L'école publique est inégalitaire et donc la carte scolaire est illégitime. Réclamons une loi de réforme du financement de l'école fondée sur le financement des établissements publics et privés au prorata des élèves qui s'y sont librement inscrits. Quoi de plus légitime que de financer les écoles directement en fonction du choix des citoyens, du nombre de citoyens qui les ont librement choisis pour leurs enfants? Ils élisent les représentants de la nation et ils ne seraient pas capables de choisir eux-mêmes l'école de leur enfant? De ces engagements dépend l'avenir même de notre pays. Alors, ensemble, engageons-nous.